So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 177e épisode de Finances fondamentales. Content d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à 2 personnes, mais les réponses sont un petit peu plus longues, donc c'est pour ça que c'est pas 5 questions aujourd'hui, c'est 2. La première question vient de Benoît. En fait, il a appelé ça une question cadeau pour les auditeurs du podcast. Il dit cadeau parce que, en fait, ce que Benoît a fait, c'est qu'il a entraîné son intelligence artificielle. Il l'a appelé Chatbot Ben Félix. Donc, il a comme nourri son chatbot avec plein d'articles de Ben Félix, plein de synthèses de vidéos. Donc, c'est vraiment rendu comme son collègue de discussion de finances. Et il m'a dit ça va te remplir du temps sans faire la recherche. Donc, merci Benoît. Et la question qu'il a posée à son chatbot, c'est « Salut, j'investis dans le Fonds de solidarité FTQ depuis quelques années et je suis très satisfait du crédit d'impôt de 30%. Par contre, j'ai lu que c'était mieux, voire un gros plus à l'approche de la retraite. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi? » Donc, je vous lis la réponse du chatbot et je vais intervenir à certains moments. Donc, ce qu'il a répondu, c'est que c'est souvent conseillé de privilégier le fonds FTQ ou tout fonds de travailleur là, à l'approche de la retraite, principalement pour optimiser le rendement fiscal par rapport au temps de détention, tout en contournant les contraintes de retrait. Donc, ce qu'il dit, le premier avantage majeur, c'est que le crédit d'impôt de 30%, donc 15% au fédéral et 15% au provincial, je vous rappelle, s'ajoute à la déduction REER habituelle. Donc, par exemple, pour un investissement de 5 000 $, tu vas recevoir immédiatement 1 500 $ en crédit d'impôt, en plus de la réduction d'impôt qui va être liée à ta déduction REER. Pourquoi proche de la retraite? Mais le rendement de 30% est fixe, peu importe la durée. Si tu investis à 30 ans, ce 30%-là est dilué sur 35 ans. Mais si tu investis à 60 ans, pour le retirer à 65 ans, ben, tu obtiens un rendement garanti de 30%. Quand on parle de rendement garanti, là, on ne parle pas de rendement des placements, on parle bien sûr du crédit d'impôt, du retour d'impôt REER et du crédit d'impôt de 30% du fonds de travailleur. Là. Donc, tu obtiens un rendement garanti de 30% sur seulement 5 ans, ce qui représente un taux de rendement annuel phénoménal que le marché boursier peut difficilement le battre avec certitude. Par contre, les fonds de travailleurs, ce n'est pas des comptes épargne flexibles. Pour racheter vos actions, vous devez généralement là, remplir un des critères suivants, soit avoir 65 ans ou plus, être à la retraite ou en pré-retraite sous certaines conditions, utiliser le RAP ou le REP, donc le régime de retour là, aux études. Le REP, je n'ai pas le bon terme, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, investir jeune dans des fonds de travailleurs emprisonne un peu ton capital, entre guillemets. Là. Si tu as besoin de cet argent-là pour une opportunité ou une urgence avant la retraite, c'est quand même difficile d'y accéder. À l'approche de la retraite, ben, ce désavantage-là disparaît tranquillement parce que tu es sur le point de toute façon de remplir les critères de rachat. Donc, le principal désavantage des fonds de travailleurs devient un peu moins lourd là, dans la balance. Ensuite, il parle de gestion du risque, donc de volatilité. Donc, les fonds de travailleurs, c'est des fonds de capital de risque qui investissent dans des entreprises québécoises non cotées en bourse. Pour certaines parties de leur portefeuille, là, pas pour tout leur portefeuille, bien sûr. Donc, il y a moins de volatilité boursière. Le prix de l'action est fixé 2 fois par année et ne varie pas à chaque jour là, au quotidien selon l'humeur du marché boursier. On parle aussi de rendement versus risque. Donc, bien que le rendement historique des actions de fonds de travailleurs puisse être inférieur à celui d'un portefeuille 100% actions mondiales là, comme XEQT, VEQT, ZEQT, etc. sur 30 ans, bien, le crédit de 30% vient compenser cette différence-là, surtout sur un horizon court terme. Donc, comme on avait vu dans mes réponses aux abonnés, je crois, laissez-moi aller vérifier. Écoutez, je pense que c'était l'épisode 33, je suis allé vérifier là, des abonnés.
Donc, mais je suis pas certain. J'ai juste les questions dans mon fichier, là. Je suis pas certain que c'est là que je répondais, mais je pense que c'est l'épisode numéro 33 pour les abonnés que je faisais le calcul. Et je me rendais compte, en effet, là, si avec les fonds de travailleurs, tu es avec ton employeur, donc le crédit d'impôt est automatiquement, pas immédiatement plutôt reçu, ben, c'est avantageux presque pendant 15 ans là, par rapport à exécuter. Alors que si tu ne le fais pas automatiquement sur ta paye, ben, ça descend plus à 7-8 ans, là. Donc, c'est intéressant, surtout à court terme, en effet. Et la réponse termine avec la règle de 65 ans. Donc, dès que vous atteignez 65 ans, vous pouvez retirer vos fonds de travailleurs sans même être à la retraite. Donc, ça va transformer le fonds en un outil de planification, le fiscal, qui peut être puissant pour les dernières années de travail. Donc, tu cotises, tu obtiens un crédit de 30 et tu peux ressortir l'argent peu de temps après pour d'autres projets ou pour maximiser ton CELI. Mais il ne faut pas oublier que les crédits d'impôt sont limités à une cotisation annuelle maximale de 5 000 donc je ne vous conseillerais pas d'aller, mais ce n'est pas un conseil, mais de ne pas mettre plus que 5 000 là, pour ce genre de fonds de travailleurs-là. Donc, on se rend compte avec la question et la réponse que Benoît a préparée que c'est intéressant, les fonds de travailleurs, surtout quand on est proche de la retraite, parce que ça transforme un rendement de 30 étalé sur un plus petit horizon de temps que si on commence à 25 ou 30 ans. Et on se rend compte que de toute façon, à court terme, les fonds de travailleurs sont souvent plus intéressants qu'un investissement sur le marché boursier. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. La deuxième question, c'est celle de Sophie. Donc, elle me dit « Bonjour à vous. Merci pour votre beau travail. J'aime écouter votre balado. J'ai une petite suggestion pour un prochain épisode. J'aimerais que vous parliez des courbes de la Ferrière, de la différence entre les courbes d'imposition marginale et effective, et de l'impact que ça a sur les cotisations réelles. Bien à vous, Sophie. » Ça, honnêtement, c'est un sujet super important, là, Sophie, parce qu'on entend souvent, bon, le REER, c'est bon si c'est dans une grosse braquette d'impôt, mais en réalité, c'est pas juste une question de braquette. Ce qui compte beaucoup, c'est le TMI, donc le taux effectif marginal d'imposition, parce que lui, il inclut aussi les crédits, les prestations et les pertes de programme quand ton revenu augmente. Donc, aujourd'hui, on va clarifier ça le plus simplement possible. Puis je vais donner un exemple concret où le REER devient beaucoup plus payant que ce que tu pensais ou parfois moins payant. Et je trouve ça intéressant la question de Sophie. Là, bien sûr, sa question était courte, mais la réponse est longue parce que moi, les courbes de la Ferrière, je sais c'est quoi, là, j'en entends parler, mais si on se croise dans la rue puis vous me demandez effectif ou voyons, c'est quoi? Tu vois, j'oublie. Effectif ou marginal ou effectif marginal. Donc, dans la rue, j'ai toujours de la misère à les distinguer, là. Donc, je me suis dit, tant mieux, ça me donnait l'occasion de plonger sur différents sites pour trouver les informations sur les courbes de la Ferrière. Donc, en gros, c'est quoi les courbes de la Ferrière? Au Québec, c'est une façon de visualiser quelque chose de concret, là. Quand ton revenu augmente de 1000 pièces, combien tu perds en impôts et en prestations et combien tu gagnes ou tu perds en crédit. Autrement dit, ça montre le vrai coût là, d'1 $ de revenu supplémentaire. Pourquoi c'est utile? Parce que dans la vraie vie, l'impôt, c'est pas juste une formule avec des paliers. Il y a plein d'affaires qui dépendent du revenu. Certaines prestations vont diminuer quand tu gagnes plus, certains crédits vont diminuer quand tu gagnes plus, et certaines allocations vont diminuer quand tu gagnes plus. Donc parfois, un 1000 pièces de revenu de plus ne te donne pas 1000 pièces de plus dans tes poches. Tu peux en perdre une grosse partie. Et c'est exactement là que le REER devient intéressant parce qu'une cotisation REER va réduire ton revenu imposable et parfois, ça va te faire récupérer des prestations ou éviter une perte de crédit. Donc, quand on compare taux marginal versus taux effectif marginal d'imposition, ben, la différence est super importante, puis c'est ce qu'on va aborder là,
comme dans le cœur de notre discussion aujourd'hui. Donc, 2 définitions rapides. Le taux marginal d'imposition, c'est le taux d'impôt sur ton prochain dollar de revenu imposable. Donc, un exemple simple, si tu es dans une braquette à 37 ça veut dire que ton prochain 1 000 de revenu imposable va te coûter environ 370 Ça, c'est ce que la plupart des gens vont regarder. Le TEMI, donc le taux effectif marginal d'imposition, lui, c'est plus large. Il va répondre à la question, quand je gagne 1000 pièces de plus, je paie combien en impôts et je perds combien en allocation et je perds combien en crédit. Donc, le TEMI, c'est impôt plus perte de prestation plus perte de crédit divisé par le revenu supplémentaire. Et parfois, ton TMI est beaucoup plus élevé que ton taux marginal. Tu peux avoir un taux marginal de 37 mais un TMI de 50, 60, parfois même plus sur chaque nouveau dollar gagné selon ta situation familiale, le revenu du ménage, le nombre d'enfants, etc. Pourquoi ça peut changer la décision de REER? Bien, la plupart des gens pensent au REER comme ça. Si je cotise 1000 pièces au REER, j'économise environ mon taux marginal en impôt. Mais si ton TMI est plus élevé que ton taux marginal, le REER va te donner un bénéfice beaucoup plus grand que prévu parce que tu fais 2 choses en même temps. Tu baisses ton impôt, mais tu récupères aussi ou tu protèges des prestations puis des crédits. Donc, ta cotisation REER peut rapporter plus que juste l'impôt. Et à l'inverse, si tu es dans une situation où tu n'as pas vraiment de prestations ou de crédits qui dépendent du revenu, ben ton TMI va ressembler beaucoup plus à ton taux marginal normal et le REER devient plus simple, là, entre guillemets, à analyser. Donc, je vais vous donner un exemple concret là, où le REER vaut plus que ton taux marginal, juste pour comprendre le mécanisme. Imaginons quelqu'un au Québec, on va l'appeler Sophie pour la question, en couple avec 2 enfants. Disons que Sophie est dans une situation où son taux marginal combiné fédéral et provincial est environ de 37 Donc, Sophie, elle se dit, si je cotise 5 000 au REER, je vais récupérer environ 37 de 5 000, donc 1 850 environ. Déjà, ça, c'est bon. Mais là, on ajoute la réalité. À ce niveau de revenu-là, il y a certaines allocations et crédits qui vont diminuer quand le revenu monte et augmenter quand le revenu baisse. Donc, en cotisant 5 000 au REER, Sophie ne fait pas juste baisser son impôt. Elle peut aussi récupérer une portion d'allocation ou éviter une réduction de ces allocations-là. Là, je n'ai pas fait des calculs poussés à l'extrême là, avec des chiffres réels, mais si on imagine l'effet combiné des programmes disponibles font en sorte que son TMI réel est plutôt autour de 50 on va dire. Ça veut dire que dans les faits, sa cotisation REER de 5 000 peut produire un retour non pas de 1 850, mais de 2 500 Et là, tu comprends pourquoi certaines personnes disent « Le REER, pour moi, c'est de la magie. Je récupère un montant énorme. C'est pas de la magie, c'est juste du TMI. » Donc, le REER devient une façon un peu de descendre dans une zone de revenus où tu gardes plus de crédits et plus de prestations. Un autre exemple concret, le REER peut devenir moins intéressant qu'on pense. Donc, imaginons une personne qui est célibataire, sans enfant, avec un revenu stable et qui n'a pas beaucoup de crédits et de prestations là, qui sont basées sur son revenu. Si son taux marginal est, mettons, à 37 et son TMI aussi à 37 parce qu'il n'y a pas de grandes allocations qui font bouger tout ça, dans ce cas-là, le REER est pas mal plus simple. Tu cotises, tu récupères environ ton taux marginal. Mais là, il y a une question importante qui entre en jeu. À quel taux vas-tu payer l'impôt plus tard au retrait? Parce que le REER, ce n'est pas zéro impôt, c'est impôt reporté. Donc, si aujourd'hui, tu économises 37 mais que plus tard, tu le retires à 35 c'est correct. Si tu le retires à 25 plus tard, c'est excellent. Si tu le retires à 45 ça peut être moins bon si tu avais encore de la place dans ton CELI. Donc, pour une personne sans crédit et prestations, l'analyse REER-CELI tourne davantage autour de c'est quoi ton taux d'imposition aujourd'hui versus ton taux estimé plus tard et la flexibilité. Parce que le CELI, pour moi, amène une plus grande flexibilité à la retraite que le REER en termes fiscaux. Alors que pour une famille avec des enfants, le TMI peut faire pencher la balance très fortement pour le REER dans certaines zones de revenus. Donc, comment on peut utiliser tout ça dans la vraie vie sans devenir fiscaliste? Voici une façon là, assez simple de penser. Étape 1, tu regardes ton taux marginal. C'est ton point de départ. Avec ton comptable là, quand il fait tes impôts. Étape 2, demande-toi, est-ce que j'ai des prestations ou des crédits qui vont dépendre de mon revenu? Donc, les exemples typiques, là, c'est allocation pour enfants, des crédits remboursables, certains programmes où plus tu gagnes, plus ça diminue. Bref, oui, si ton TMI peut être plus élevé que ton taux marginal, ça peut devenir intéressant. Étape 3, teste un montant REER
puis observe le résultat. Donc, souvent, là, les logiciels d'impôt vont pouvoir te montrer combien d'impôts tu récupères si ton revenu diminue grâce au REER ou si ton remboursement grimpe plus que prévu. Donc, si tu fais 5 000 $, si tu places 5 000 $ de REER puis ça augmente ton retour d'impôt de façon surprenante, c'est probablement parce que tu as un TMI assez, en fait, qui est plus élevé que ton taux marginal. Et si tu vas aller plus loin, c'est là que les courbes de la Ferrière deviennent intéressantes. Elles vont te montrer visuellement ces zones-là là, où chaque dollar coûte cher à cause des pertes de crédit et de prestations. Et ça va te permettre de dire, bon, mais selon ma situation à moi, il y a différentes courbes de la Ferrière qui existent. Je pense qu'il y a 138 scénarios, là, je dis ça de même. Là. Donc, tu vas dire, OK, ben moi, passer tel montant à cause que j'ai 2, 3, 4 enfants, peu importe, mais ça me coûte plus cher. Chaque dollar gagné ne me fait pas perdre 37 % d'impôt, il me fait perdre 50, 60, 70 % d'impôt. Donc, en conclusion, là, la longue réponse, ce qu'il faut retenir de ma longue réponse à Sophie en une phrase, c'est que le taux marginal te dit combien d'impôts tu économises. Le taux effectif marginal d'imposition te dit combien tu gagnes réellement en tenant compte de tout ton système. Et c'est exactement pour ça que deux personnes dans la même braquette peuvent avoir des résultats complètement différents avec le REER. Donc, si tu es une famille avec des enfants et que tu reçois des prestations et crédits, ça vaut vraiment la peine de comprendre le TMI parce que le REER peut être extrêmement puissant dans certaines zones de revenus pour votre situation. Et si vous êtes célibataire sans prestation, ben l'analyse est plus simple. La question devient davantage, est-ce que je vais être plus imposé plus tard à la retraite? Donc, merci Sophie pour ta question. C'était un sujet, plutôt ta suggestion. C'est un sujet qui était hyper utile, je trouve. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris dans mes lectures, donc j'espère que c'est le cas pour certaines personnes qui écoutent. Si vous voulez, dans un prochain épisode, là, je peux faire peut-être un cas complet, le revenu précis, ménage précis, ou tester différents scénarios pour voir comment le retour d'impôt peut influencer votre situation financière. Donc, sinon, la semaine prochaine, ça va, je me retrouve dans mes lignes. Oui, je fais la synthèse du livre Wealthy Like Rabbits de Robert R. Brown, écrit en 2014. Et cette semaine, vous allez voir, encore une fois, mardi, mercredi et vendredi, la publication de mes analyses de mes positions 4 à 6. Donc, position 4, Visa, 5, FTNT et 6, Mastercard. Et aussi, ça c'est jeudi, il va y avoir la publication du dernier épisode de la série Infinite Banking là, que j'ai faite avec Simon-Pierre Gingras. Donc, dans ce dernier épisode-là, j'ai reçu 16 questions de personnes auditrices. On y répond du mieux qu'on peut ce jeudi. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.